Si partout en France on nous apprend dans les écoles que 4 et 4 font 8, eh bien en Bretagne, surtout dans le golfe du Morbihan, on dit plutôt que 4 et 4 font 8. Aujourd'hui, nous vous invitons à nous suivre en Bretagne, plus exactement dans le golfe du Morbihan. Provenant du breton, son nom signifie « petite mer ». La légende raconte que le golfe aurait été créé par les larmes des fées chassées de la forêt de Brocéliande. Les fées y auraient ensuite jeté leurs couronnes qui seraient devenues des îles. Ici, les lieux chargés d'histoire ne manquent pas. La chapelle de Notre-Dame de Becquerel avec son étonnante source qui prend naissance sous l'autel, le château de Sussigno, le premier logis de Pierre Ier de Bretagne, de petites bourgades, avec leurs ports et leurs marchés, qui constituent des lieux propices aux échanges et à la convivialité, essentiels pour assurer le lien social et économique de la communauté morbihanaise. Qu'ils soient dans des halles ou exposés au vent, les étals offrent une multitude de produits. Ce jour-là, nous faisons la connaissance de Sabine et Yvan. Cette fortuite rencontre ne restera pas sans lendemain. Après avoir dégusté la traditionnelle crêpe, il faut suivre les sentiers des douaniers créés sous la Révolution. Ils vous emmèneront vers des paysages inattendus où la flore et l'avifaune sont très riches tout au long de l'année. Vous y apercevrez des moulins à marée. Profitez aussi de la marée basse pour ramasser des coquillages. Mais, dès que la marée remonte, vous pourrez vous essayer au stand-up paddle, mais avec une concentration accrue pour ne pas percuter les restes d'une épave de bateau. Maintenant que le décor est à peu près planté, entrons dans le vif du sujet. Vous l'avez certainement compris, nous n'allons pas vous parler de la culture du citron qui accompagne crustacés et mollusques, mais de l'huître. Bon appétit, messieurs, dames. Nous sommes à la pointe de Toulverne, dans la cabane à huîtres de Yvan Sello. Une halte chez lui est toujours la bienvenue, pour une dégustation d'huîtres, bien entendu. Mais, si vous ne les aimez pas, vous pouvez toujours choisir des moules ou d'autres gourmandises de la mer. Pour mieux savourer une huître, il convient d'apprendre qui est ce coquillage, quels sont ses comportements biologiques, comment se déroule l'élevage des huîtres fertilisées dans les parcs, qu'est-ce qui distingue les plates des creuses. La reproduction de l'huître a lieu tous les ans, plusieurs fois pendant l'été. Cette planche nous renseigne sur le cycle de la creuse qui devient adulte au bout de 3 ans. L'huître est tantôt femelle, tantôt mâle. On dit qu'elle est hermaphrodite cyclique. Elle est ovipare, contrairement à l'huître plate qui est vivipare. Après la fécondation, les œufs de la creuse deviennent des larves qui sont soumises immédiatement au mouvement de la marée. Quelques jours après, les larves sont munies d'une petite coquille naissante et d'un voile qui leur permet à la fois de nager et de capter leur nourriture, le plancton. À la fin de cette phase larvaire, l'animal mesure 1/3 de millimètre. Nommé naissain, il est donc prêt à s'accrocher en sécrétant du ciment. Placé au début de l'été sur des estrans, ces coupelles permettent aux larves d'huîtres de se fixer. La coquille commence à se former et les générations se fixent les unes aux autres, créant les bancs d'huîtres. Ces bancs peuvent s'étendre sur plusieurs kilomètres et représentent de grandes quantités de géniteurs potentiels. Quelques mois plus tard, les naissins sont détachés. Alors vous pouvez voir ici par exemple les naissins d'huîtres qui sont collés, vous regarderez. Ça c'est pour l'huître creuse. Donc on a une machine qui va faire ça, qui va faire vibrer, qui va faire tomber le naissin d'huître. La creuse a un avantage, c'est qu'au niveau de son pied, elle sait faire du calcaire toute seule. Cette opération dite de détrocage permet la suite de l'élevage en poche.
C'est le début du voyage que l'ostréiculteur impose à l'huître creuse qui, adulte, va pouvoir filtrer jusqu'à 100 litres d'eau de mer par jour. Pour mieux comprendre la rigueur du métier, montons à bord de la barge divan au rythme des marées. Mais faites vite, car il est toujours bon de prévoir avant d'embarquer. Allez, on est parti. La propulsion de cette embarcation est électrique. Alors, profitons de ce calme pour vous informer que depuis la préhistoire, l'homme du littoral se nourrissait aussi d'huîtres sauvages. Sous le Second Empire, elles connurent un tel succès que la chute des gisements naturels d'huîtres s'accéléra. Victor Coste fut alors nommé par Napoléon III à la tête d'une mission chargée de comparer les méthodes utilisées pour capturer et élever les huîtres. Et une réglementation de la drague fut instaurée. Par la suite, Victor Coste devint le père fondateur de l'ostréiculture moderne en créant les premiers parcs à huîtres. Dans l'ostréiculture, c'est d'abord des paysans qui sont devenus ostréiculteurs. Ils faisaient un peu d'huîtres, et puis ça s'est développé comme ça. Et c'est lui qui a préconisé de capter des huîtres sur des fagots de châtaignier. Et puis après, il y a eu les tuiles, mais qui n'étaient pas chaulées. Et pour détroquer le naissin de la tuile, il fallait casser la tuile. Parce qu'il faut toujours, pour l'huître plate, un support entre sa fixation et son talon. Tandis que la creuse, si vous voulez, elle se fait du calcaire en se fixant. Bon, alors tout à l'heure, quand on va aller sur la nurserie à Locmaker, vous allez voir l'élevage qui est le plus fréquent en France, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'élevage en surélevé. Et les huîtres sont dans des poches posées sur les tables. Mais l'élevage le plus ancien, ce sont des huîtres qui sont posées à même le sol. Donc en fait, il faut imaginer comme un champ. Hein. Donc on voit là-bas, il y a la vase et on voit des petites bosses. Tout ça sont des huîtres. Est-ce que vous saviez qu'on pouvait déjà élever des huîtres directement sur le sol? Non. Là on appelle ça l'élevage au sol sur estran. Alors l'estran c'est la partie qui découvre à basse mer. Donc ça c'est l'élevage le plus ancien dans l'ostréiculture. La photographie permet de conserver des documents précieux, relatant comme ici dans les années 1910, des scènes de la vie où des hommes et des femmes ramassaient les huîtres sur les gisements naturels. En France, avant 1900, les synagogues étaient utilisés pour la drague. Leur faible tirant d'eau leur permettait d'approcher au plus près des rochers et de s'échouer en douceur dans les vasières. Jusqu'au tournant des années 1920, 150 synagogues sillonnaient le golfe en tous sens. Puis, l'apparition du moteur a bien failli les envoyer définitivement par le fond. Mais dès 1970, une poignée de passionnés retroussèrent leurs manches pour sauver ce patrimoine maritime unique. Aujourd'hui, 6 synagogues naviguent encore fièrement, les voiles gonflées, taillant leur route au cré du vent. Ils règnent encore sur le golfe du Morbihan. Un petit verre de vin blanc avec des huîtres, ça vous dirait? Ah ouais? Pour moi, ce sera juste un verre de blanc, merci. Faut la croquer, hein, Oui. faut pas la gober. Non. 2 raisons à ça. La première, déjà ça vous permet d'avoir quand même toutes les saveurs en bouche. Et la deuxième, on n'oublie pas qu'on est sur un animal vivant. Ouais. D'accord? Donc en la gobant, elle va arriver dans l'estomac, elle va évidemment chercher à se défendre, donc elle va envoyer des petits sucs acides. Donc elle peut vous compliquer la digestion. En la croquant, c'est terminé. Il y a une quarantaine d'années, pareil, ça n'a pas beaucoup changé par rapport à aujourd'hui, puisque le bateau que vous voyez là-bas, il y a 2 mâts hein, sur bâbord et tribord. Au bout des mâts, des câbles, au bout des câbles, 2 dragues. Et en fait, on laisse les dragues racler le fond. Hein.
Et au bout du parc, on est capable d'avoir entre 4 et 500 kg par drague. Donc on est capable de ramener une tonne en moins de 10 minutes à 2. Quoi. Ah oui. Donc en 2h30, on est capable de ramener 25 tonnes d'huîtres à terre. Ah oui, je fais un métier, très beau métier. Donc on commence à draguer les huîtres, donc je drague beaucoup. Après avoir dragué les huîtres, on commence déjà à les tromper. Mais on finit toujours par les emballer, en bourriche. Donc c'est un métier qui est quand même pas mal. Et très souvent, il y a rapport de marée. Beau métier. Beau métier. Alors ici, grand confort, hein, donc on a régime moteur qui est là, si j'accélère. D'accord. L'embrayage. Ici, quand je vais tirer, c'est pour virer mes câbles. C'est pour chaque drague? Pour chaque drague. Là, pour pousser en avant, c'est pour dérouler électriquement les câbles. Je travaille tout comme ça et en même temps, j'ai une sécu quand j'ai besoin. Je coupe les lisses. Allez, je vais virer les dragues, donc tu vois, tout simple. Les deux mains en même temps. Je laisse envoyer. Alors aujourd'hui, très facile hein, de rentrer les dragues sur le pont, il n'y a pas de mer. Hein. D'habitude, on est deux. Il y a une personne sur le pont et une personne à la passerelle. Comme ce matin, bon, la mer est tranquille, je pouvais draguer tout seul sans problème. Le but, c'est que le bateau ne s'arrête jamais de draguer. Dès que je lève mes deux dragues, le gars qui est sur le pont les ouvre à mesure. J'ai le temps de faire mon demi-tour, il a terminé, je pose mes dragues à l'eau et je repêche à nouveau. Alors que là, aujourd'hui, j'ai une perte de temps, il faut que je bouge moi-même les containers, voilà. Mais comme il n'y avait pas grand-chose à draguer aujourd'hui, tout seul c'était bien. Parce que ça, vous pouvez pas le voir sur Marennes-Oléron ou à Arcachon. Il n'y a vraiment qu'en Bretagne quoi, qu'on travaille au sol. Il y a peu de régions après qui le font, donc c'est intéressant. Puis c'est un autre bateau, quoi. C'est un autre confort de bateau. C'est des belles bêtes. Un bateau neuf comme ça aujourd'hui, c'est entre 550 et 600 000 euros. Ce bateau-là a 22 ans, hein. On le fait aussi pour une carrière ou une demi-carrière, on va dire. Hein. Donc, mais c'est des bateaux qui sont capables d'aller dans 1,50 m ou 2 mètres de creux. Quand il y a 20 tonnes à bord, il faut quand même qu'il y ait un bateau conséquent pour pouvoir tenir. Hein. Donc là, on peut ramener à deux en bête qui bon, on ramène entre 60 et 70 bacs comme celui-là. Donc ça fait 21, 22 tonnes brutes, quoi. Mais par rapport aux poches, quand on relève une poche, il y a 90% d'huîtres. Là, il y a 50% d'huîtres. On va enlever 50% de déchets. Il peut y avoir des cailloux, des coques d'huîtres, il peut y avoir toutes sortes d'autres coquillages qui sont là. Et tout ça va créer beaucoup de déchets. Et on aura en fait, au final, on va avoir que 50% d'huîtres nettes, quoi. Donc ça demande beaucoup de volume pour beaucoup de déchets derrière, quoi. Alors là, ça sort brut évidemment du chantier, hein, donc elles sont encore sales. Donc on va les passer tout à l'heure dans la chaîne pour qu'elles soient bien propres et qu'on puisse bien les travailler, quoi. Oui, Est-ce que là-bas, il y a des productions d'huîtres en Louisiane? oui. Ok. Elles sont comme ça. Comme tout ce qui est américain. C'est ça. Elles ne savent pas faire petit. It's like a fisherman that he caught this fish. C'est fascinant ça, tout ça, parce que nous aussi nous avons les huîtres et la cultivation des huîtres. Et nos huîtres, le goût n'est pas la même chose, je trouve. C'est différent. Et les deux sont bonnes. Les huîtres, on les protège de tous les prédateurs. Alors, il y a deux petits prédateurs, le crabe et l'huître yépi. Je vais passer très vite, hein, parce que le crabe, il va manger des huîtres qui sont grosses comme mon ongle. Après, il a un peu de... Celui qui nous empêche ici de travailler, c'est un poisson qui mange les huîtres. C'est la dorade royale. Alors, ce poisson-là faisait 4 kilos. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième, par contre, ça, vous le connaissez, le deuxième prédateur de l'huître. Les enfants l'aiment bien d'ailleurs, en général, on peut en trouver des fois sur les plages. L'étoile de mer. Nous profitons de cet arrêt pour rejoindre, non loin de là, les collaborateurs d'Yvan,
qui travaillent sur plus de 3000 poches, ce qui représente pas loin de 100 tonnes d'huîtres. Tu vas toucher là, ouais, c'est bon. Ouais. On casse la pousse, vous voyez la pousse là, on casse la pousse. Ouais. Pour moi elles s'allongent et elles sont moins bonnes, vous voyez, si elles partent en longueur. Ah bah avec le mauvais temps, voilà, l'été on va. Ça peut aller, mais c'est l'hiver. L'hiver elle tombe. Ce sont des filets en plastique. C'est tout de plastique, ouais. Ah oui, avec des élastiques. Oui. Bah, je suis né avec la cuisson plate, hein, donc il a fallu m'habituer à l'huître creuse. Hein. Encore je trouve ici dans le golfe, on a un peu le goût de la noisette qu'on ne retrouve pas sur certaines creuses, mais non, j'ai eu du mal à manger de la creuse. Hein. Bah, la nouvelle génération ils ne connaissent pas, mais j'ai fait du boulot, j'ai dû manger que des plates tout le temps parce qu'on avait 5 ans, 6 ans, on mangeait des plates. Cette fois-ci, c'est aux visiteurs de s'y coller, alors au travail, les pieds dans l'eau. C'est en effet la meilleure manière de se rendre compte de la rudesse du métier. Alors, à quoi sert ce bâton? What do you use this for? Nous allons avoir sur les sacs, sur les poches ici, des huîtres qui vont chercher à traverser. Donc elles vont se coincer et ça va leur donner une forme pas belle. Oui. D'accord? Donc on va leur taper dessus pour les faire revenir à l'intérieur. Alors les femmes comme les hommes font ce travail. La seule différence, c'est qu'elles vont travailler ces poches-là, ces huîtres-là, d'accord? Parce que c'est léger, ça fait 3 kilos. Les poches que vous allez remuer, elles font déjà 12-13 kilos. Elles vont dépasser dans 2 mois les 15 kilos. Donc pour les femmes, c'est terminé. Maintenant, on va les travailler. Yeah. Hein? You have to take it from the On lève, you lift it. on la met sur le côté. S'il y a des huîtres qui sont coincées, on va taper dessus, mais pas comme ça. Hein? Ok? Le côté levé. Hey, take it easy. That might be my oyster, you baby. Je sais pas si j'ai assez de bruit là. Donc là, on voit déjà cette huître-là, elle commence à pousser tout en longueur. Alors on va la stopper. C'est un travail. Hein. Alors pourquoi on va casser la dentelle? Alors j'y vais doucement parce que c'est des lames de rasoir. On va casser toute la dentelle. Et quand elle va donc être à nouveau dans l'eau, qu'est-ce qu'elle va faire par réflexe? En fait, elle va chercher à refaire son étanchéité. Donc elle va s'arrondir. D'accord? Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle va chercher à s'épaissir. Puisque nous, ici, on va vendre de l'huître spéciale. Hein, peu d'eau, beaucoup de chair. Pour qu'il y ait de la chair, il faut qu'il y ait de la place pour recevoir la chair. Donc, on va travailler toutes les huîtres de cette manière-là. Après l'effort, le réconfort. Donc comme je dis souvent, 3 ans pour l'élever, à peu près 3 secondes pour la manger. Pour certains, 3 minutes pour l'ouvrir. On verra tout à l'heure comment l'ouvrir en 3 secondes. Hein, puis pour certains, 3 points de suture aussi. Hein. Les explications ont été denses. Il faut dire que quand on voyage, on doit tout assimiler en peu de temps. Merci, puis bon séjour. Merci, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Il est arrivé. Il est arrivé sur les côtes. Pour tout le monde, la journée est terminée et le golfe va retrouver son calme. L'été se déroule au rythme des marchés et des dégustations de vins, de cidre et d'autres spécialités de la région.
Changement d'ambiance. Nous sommes fin novembre, les tenues ont changé. Nous sommes engoncés dans nos habits les plus chauds pour nous protéger des embruns. Il va y avoir du taf, comme disent les jeunes. C'est le moment de retrousser les manches. Nous avons rejoint Yvan sur sa plate. Allez, 1, 2, 3. Cinq tonnes plus tard, c'est le retour. Alors Yvan, on est sur votre exploitation ici. Donc hier on est allé chercher les huîtres avec votre bateau. Oui. Et maintenant là dans le hangar il y a toutes sortes de choses qui s'y passent. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les différentes étapes? Oui. Alors la première chose dans la machine qui se trouve là-bas, on vide sur un chargeur qui va monter les huîtres. Ensuite elles vont tomber dans un bac en eau, une sorte de jacuzzi en fait, où on va éliminer le sable, toutes les petites particules. On va dégager tout ce qui est algues, une sorte de courant, on va dégager les algues. À la sortie de ce bac, elles vont être nettoyées le plus proprement possible. Ensuite, elles arrivent sur deux grilles en caoutchouc qui secouent et qui avancent en même temps avec un certain diamètre de trou. Suivant le diamètre que l'on va mettre, on va éliminer des toutes petites huîtres, mais on cherche surtout à éliminer des petits déchets. Une fois que tous ces déchets-là tombent, ils arrivent directement dans le racleur qui va à l'extérieur pour éliminer tous les déchets. Et il va rester donc sur le tapis principal où les deux personnes sont en train de travailler, il va rester que des grosses coques d'huîtres qui n'auront plus qu'à enlever, ils n'auront plus de petites à enlever parce qu'elles sont éliminées avant. Et il ne reste plus qu'à enlever que les déchets, les gros déchets et les huîtres collées entre elles. Parce qu'il y a des fois des huîtres collées entre elles. Tout le reste, c'est la machine qui va faire. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont enlevé ça, ça va arriver à la calibreuse à vidéo. Une fois que la machine est lancée, on a juste un œil pour surveiller si tout se passe bien.
La calibreuse, elle est informatisée? Elle est informatisée, c'est 2 caméras qui prennent en fait une photographie de la surface par le haut de l'huître. Et suivant, comme il y a très souvent une corrélation entre la surface de l'huître et le poids, eh bien nous on va rentrer des paramètres pour décider si ça va être un numéro 4, un numéro 3, un numéro 2, suivant la surface du dessus. Donc là, ce matin on était à une petite vitesse, donc on est sur capacité d'une tonne, à peine 1 tonne à l'heure. Le maximum on est à 1,5 tonne à l'heure. Donc on est capable de trier en 8 heures 12 tonnes d'huîtres, quoi. Propre, calibré, nettoyé, prêt à être vendu. Bon, j'ai vu qu'un des ouvriers devait courir entre les différents paniers. Oui, normalement, alors en fait là on est dans une situation où on ne va pas assez vite pour que la personne reste sur place. Et si on allait un petit peu plus vite, il y a une personne qui ne resterait que là et une autre personne qui serait ici à alimenter la machine. Comme la vitesse n'est pas suffisante, Philippe là fait les deux, donc ça lui demande de courir un petit peu plus. Qu'est-ce qui va se passer après cette étape? Alors là, il y a plusieurs options. Soit un client pourrait venir me les chercher dès demain matin, elle pourrait partir comme ça dans les paniers, donc c'est ce qu'on appelle nous la vente en gros, ou dans une semaine, 15 jours, elles seront emballées pour Noël. L'autre solution, c'est ce qui va arriver aujourd'hui, c'est qu'on va les remettre à l'eau ici dans le bassin. Il y a un intérêt aussi, c'est qu'on va dans le bassin pendant une semaine à 10 jours, on va les affiner. On va les laisser se reposer parce que hier on les a levés du parc, on les a secoués. Ce matin on les a vidés, on les a fait tomber dans un conteneur. Aujourd'hui elles ont fait toute la chaîne, donc il y a eu plusieurs chutes. Donc on a pu abîmer un peu l'écaille, hein, sur la dentelle de l'huître sur les côtés. Plus l'huître est grosse, plus elle est chère au niveau de la vente? Non, on va partir sur le numéro 4 qui est en général le moins cher, le numéro 3 la moyenne qui est le plus cher et le numéro 2 qui est en général un tout petit peu moins cher. Alors ça dépend si c'est au kilo ou à la douzaine. À la douzaine il va être un peu plus cher, au kilo il va être un peu moins cher. Puisque dans le numéro 4 vous avez 16 huîtres au kilo, dans le numéro 3 vous en avez 12 et dans le numéro 2 il y en a 10. Donc le prix varie entre le kilo et la douzaine. Voilà. Et quand est-ce que vous les mettez en bourriche? Donc pour ma propre clientèle, je vais essayer d'emballer vers le 20, entre le 20 et le 23, quoi, à peu près, quoi, entre le 20 et le 24, à peu près. Je crois qu'on a fait le tour. Hein? Ouais. Ben, merci beaucoup. Vous l'avez deviné, Noël s'approche et c'est le point d'orgue de la récolte et par conséquent de la vente. Numéro 2 les plus grosses, numéro 3 taille moyenne, et puis les larges. Autrement vous avez les belons à côté. Oui, bah, moins que celles-ci, parce qu'elles ont poussé en longueur. Moi je prends la 5,50, numéro 4. Quelle quantité vous voulez? 2 douzaines. 2 douzaines. Merci à vous, bon dimanche, au revoir.
C'est la Corée du Sud qui en est le plus grand producteur au monde, puis la Chine, les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Japon, l'Australie et la France bien sûr. Enfin, dans le monde entier, partout où la mer est présente. Si vous la dégustez en famille ou avec des amis, gardez bien en mémoire le travail de ces hommes et de ces femmes ostréiculteurs, qui sont des passionnés malgré les caprices de la mer et le caractère aléatoire des récoltes dû à la grande vulnérabilité du coquillage. Manger une huître se mérite. Songez au chemin parcouru pour qu'elle arrive jusque dans votre assiette. Alors là, vous mériterez un baiser du Golfe.